Alors, on passe au dernier sujet et on appelle Dr Junaid pour nous présenter les syndromes périodiques associés à la cryopérine à propos de Dika. À vous la parole et on vous demande de respecter le temps. Merci. Chers confrères, chers professeurs, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Les syndromes périodiques associés à la cryopérine à propos de Dika. Donc, les syndromes périodiques associés à la cryopérine sont des maladies auto-inflammatoires monogéniques rares, comprenant un spectre de 3 phénotypes de gravité croissante. L'urticaire familial au froid, le syndrome de Muckle-Wells et le syndrome chronique infantile neurologique cutané articulaire. Leur transmission est autosomique dominante dans les deux premiers syndromes, alors qu'il s'agit de néomutations dans le syndrome chronique infantile neurologique cutané articulaire. Donc, sur le plan génétique, le gène NLRP3 code pour la cryopérine. C'est une protéine jouant un rôle dans la réponse immunitaire. Des mutations de gènes accentuent la fonction de la cryopérine, d'où une augmentation de la production des cytokines pro-inflammatoires, les interleukines 1 bêta et interleukine 18. L'excès en interleukine 1 produit une inflammation responsable des signes cliniques de la maladie. Notre objectif est d'étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, génétiques et thérapeutiques évolutives des syndromes périodiques associés à la cryopérine. Il s'agit d'une étude rétrospective des dossiers de 10 enfants ayant une cryopérinopathie colligée au service de pédiatrie 4 et la consultation de rhumatologie de l'hôpital d'enfants de Rabat sur une période de 20 ans allant de 2000 à 2020. Donc, le syndrome périodique associé à la cryopérine est une maladie rare dont la prévalence est estimée à 1 pour 1 million de personnes dans le monde. Dans notre formation, nous avons diagnostiqué 10 cas. L'âge moyen du début du symptôme chez les 10 cas étudiés est de 6 mois. L'âge moyen des patients au moment du diagnostic était de 3 ans. La répartition selon le sexe montre une nette prédominance masculine, 7 garçons, soit 70%, avec un sexe ratio de 0,4. Concernant les antécédents, 8 patients avaient la notion de cas similaires dans la famille, dont 6 sont issus de mariages consanguins. Le motif de consultation était dominé par une polyarthrite et fièvre récurrente dans 60% des cas, suivi par les éruptions fébriles récurrentes dans 30% des cas et dans 10% pour une polyarthrite et syndrome malformatif. Dans notre série de cas, tous les malades ont présenté des lésions cutanées d'allure urticarienne. Une fièvre récurrente et une atteinte articulaire a été notée chez 9 malades. Une atteinte neurologique dans 7 cas, 5 malades avaient une atteinte lymphoproliférative et un seul malade a présenté une atteinte sensorielle. L'atteinte articulaire représente 90% dans notre série contre 60% dans l'étude de Hill, sous forme d'un génuvalgome, tuméfaction des poignets et des métacarpophalangiennes et des interphalangiennes proximales, et une hypertrophie rotulienne retrouvée chez 2 malades. Dans l'atteinte cutanée, les 10 cas ont présenté des lésions cutanées d'allure urticarienne. Non traités, les patients atteints de syndrome infantile chronique neurologique cutané articulaire développent des dommages du système nerveux central suite à l'inflammation chronique. Dans notre série, 7 malades ont présenté une atteinte neurologique dominée par une méningite aseptique dans 35% des cas. Dans l'atteinte sensorielle, la conjonctivite est la manifestation de l'inflammation la plus fréquente. L'œdème papillaire persistant est fréquent. Il entraîne une atrophie du nerf optique avec une perte d'acuité visuelle progressive sinon traitée. Le veillette antérieur peut contribuer à la perte progressive de la vision. L'inflammation cochléaire persistante peut mener à une surdité neurosensorielle. Dans notre série, un seul malade a présenté une surdité de perception bilatérale et une atrophie optique bilatérale. 8 patients de notre série, soit 80%, présentent un faciès dysmorphique fait de francs bombés, yeux saillants et une encelure nasale. Les pathosplenomégalie et les adénopathies peuvent être retrouvées de façon intermittente. Parmi les cas de notre série, des adénopathies cervicales ou axillaires ont été retrouvées chez 4 patients. Une hépatomégalie a été retrouvée chez un seul patient, tandis qu'aucun des malades n'a présenté une splénomégalie. Pour les autres manifestations, une amylose peut développer dans le temps. Elle est absente dans notre série. Les patients les plus sévèrement atteints peuvent avoir un retard de croissance staturopondérale progressif, sans déficit hormonal, et un retard de développement pubéraire. Dans notre série, 8 patients ont présenté un retard staturopondéral. Le syndrome inflammatoire est un élément important pour orienter le diagnostic. La VS était accélérée chez tous les patients de notre série, soit à 100%. Donc, CRP était élevé chez 7 patients, soit à 70% des cas. La NFS a montré une hyperleucocytose à prédominance neutrophile, une anémie et une thrombocytose. La PL est parmi les examens complémentaires qu'il faut demander. Elle peut révéler une méningite aseptique à PNN, ce qui peut orienter le diagnostic vers le syndrome chronique infantile neurologique cutané articulaire ou le syndrome de Muckle-Wells. Dans notre série, il a objectivé une méningite aseptique chez 4 patients.
Le bilan rénal a été réalisé systématiquement chez tous les patients vu le risque d'amylose. Ce dernier était absent dans notre série. Le bilan hépatique réalisé à la recherche de cytolyse comme il était retrouvé chez 2 cas dans l'étude de Rousseau alors qu'il était absent dans notre série. Le bilan immunologique est fait pour distinguer les maladies auto-inflammatoires des maladies auto-immunes. Il était négatif chez tous nos malades. Des radiographies thoraciques de face et de profil ont systématiquement réalisées chez tous les patients. Il était strictement normal. La radiographie des articulations était pathologique dans 55% dans l'étude de Hill, ce qui était proche de notre étude. Après quelques années d'évolution, une atrophie cérébrale peut être observée à la DDM cérébrale. Les ventricules paraissent distendus, dilatés et les fissures accentuées. Donc, le diagnostic de syndrome périodique associé à l'écrit est clinique. L'étude génétique peut confirmer le diagnostic. Dans notre série, l'étude génétique n'a pu être faite que chez 4 malades. 2 parmi eux avaient une mutation de gène NLRP3 et pour les autres, elle était en cours. Passez à la conclusion, s'il vous plaît. Les syndromes périodiques associés à la cryopyrine sont des maladies rares et souvent méconnues. La prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce est rapide et cruciale, afin d'éviter les complications irréversibles et d'améliorer l'espérance et la qualité de vie. La biothérapie est très prometteuse et permet d'améliorer le pronostic vital et fonctionnel de ces malades. Merci. Merci, Dr Junaid. C'est une présentation très intéressante. Alors, je pense qu'on peut tolérer 2 ou 3 questions avant de conclure. Parce qu'on a dépassé le temps. Donc, j'ai une question par rapport à la présentation sur les malaises. Tout d'abord, je vous félicite pour la qualité de la présentation. Par rapport aux diagnostics de reflux gastro-œsophagien, sur quoi vous vous êtes basé pour retenir le diagnostic de reflux? Parce que c'est très important. Parce que c'est... Donc, pour répondre à votre question, par rapport au reflux gastro-œsophagien, on a eu beaucoup de difficultés. Donc, on s'est surtout basé sur la notion de vomissement chronique chez les nourrissons. Et c'était surtout des vomissements massifs. Et on s'est basé sur l'échographie qui a révélé le reflux chez à peu près 20 malades. Le reste des malades, on a opté pour la pH-métrie, qu'on ne réalise malheureusement pas à l'hôpital, donc on a dû la faire à titre externe. La série, elle est très importante et elle est respectable, mais je crois que le point faible, c'est qu'il n'y a pas de pH-métrie. Pourquoi on a la pH-métrie, elle est mal demandée par les médecins. C'est la meilleure indication pour la pH-métrie, pour illustrer, pour faire la part des choses. Parce que c'est le gold standard pour le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Juste parce que on parle beaucoup de reflux, donc de malaise, mais actuellement on revient un petit peu sur cette étiologie. C'est plutôt les neurologiques, les cardiaques et puis le reflux. Et à un certain moment, on a incriminé la position, le couchage sur le ventre. Il y avait toute une campagne de sport. Il y avait également un cas de spasme du sanglot, qui était un diagnostic d'élimination. Alors, merci à tous les oratrices de la qualité de votre présentation. Et on termine la séance pour laisser la place à la séance prochaine. Voilà. Vous avez droit à un quart d'heure de pause pour reprendre à 11h30 pile, avec un atelier très important sur les pièges diagnostiques de l'asthme.